RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Nadège Abomangoli. Bonsoir, merci d'être venue. Vous êtes première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait éviter un nouveau drame comme celui de Liana ? Le drame de Rihanna, en fait, tout le monde se pose la question de ce qui pourrait éviter un drame, et c'est la raison pour laquelle il y a une forte émotion dans le pays, que je partage, qui a été exprimée avec dignité d'ailleurs, à la fois à Florence, mais également partout hier. 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'est énorme. Quasiment 3 000 à Paris, d'ailleurs, dans un rassemblement qui a donné lieu à une interdiction déplorable, à mon avis, puisqu'il y a des demandes de réponse. Et donc, c'est la raison pour laquelle des manifestations ont eu lieu devant des tribunaux. C'est la justice qui est interrogée. Ce sont les moyens de la justice qui sont interrogés. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il faut travailler. Que les moyens ? Vous considérez que c'est une question uniquement de moyens ? Parce que pour se défendre, par exemple, que ce soit Macron ou Darmanin, disent que ce n'est pas seulement une question de moyens. Mais justement, il y a quand même une forme de déni là-dessus, parce que la question des moyens, elle se pose. Là, par exemple, pour le prochain collectif budgétaire, il est annoncé 400 millions de coupes dans le budget de la justice. Et puis, on a une justice qui est d'une certaine manière clochardisée. On a eu une réforme de la police judiciaire qui a déspécialisé, en quelque sorte, les enquêteurs. Et donc, c'est comment on enquête, avec quels moyens, avec quels objectifs. Et c'est là, à mon avis, tout le sens des interrogations de la population. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une politique publique soit efficace, il faut à la fois des moyens, c'est-à-dire des moyens fléchés. Et de la cohérence. De la cohérence, des objectifs également. Et ça, c'était pas clair. Oui, oui. Mais allez-y. Non, autre question, et après Frédéric, bien sûr. Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série jusqu'à la perpétuité et de raccourcir le délai d'enquête à 3 mois. Est-ce que selon vous, c'est une bonne réponse ? Le raccourcissement du délai d'enquête à 3 mois, c'est un début de réponse intéressant, puisque la question aussi, pour protéger, c'est aussi la rapidité, la célérité des enquêtes. En revanche, la question de l'alourdissement des peines, c'est un peu prendre le problème à l'envers, puisque le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à des condamnations, à des décisions de justice. Et là, on prend la décision de justice, donc on prend le bout de la chaîne, parce que finalement, l'inflation pénale, la surenchère pénale, ne résout pas le problème principal, qui est un problème structurel de comment est-ce qu'on arrive à faire condamner. Mais il y a aussi un autre problème structurel, qui est le problème structurel de comment on accueille la parole des victimes, femmes et enfants, comment est-ce qu'on forme la police et la justice à l'accueillir, à la traiter, et notamment à s'adapter à la pédocriminalité moderne, qui passe aussi, par exemple, par des réseaux, par le numérique. Et c'est là qu'on revient à la question des moyens. Mais au-delà de la sévérité des peines, est-ce que vous diriez qu'il faut prendre toutes les mesures, y compris si elles doivent être assez répressives ? Je pense par exemple, puisqu'on en parle actuellement dans le débat, à la castration chimique, mais il peut y en avoir d'autres, mais prendre toutes les mesures pour que des enfants ne puissent pas être exposés à des prédateurs sexuels. Alors, il y a la question de l'exposition aux prédateurs sexuels. Donc ça, c'est les questions de comment est-ce qu'on signale. On le voit bien, par exemple, avec ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris. Par exemple, justement, j'allais venir sur la question de l'éducation. Comment est-ce que l'éducation nationale est parée pour cela, pour repérer ? Donc, il y a les EVARS, l'éducation à la vie affective, et sentimentale et sexuelle, qui permet de repérer, par exemple, les dysfonctionnements, quand on sait que 3 enfants par classe sont potentiellement victimes de violences. Et la coordination entre les différents services publics, vous avez parlé de l'éducation nationale, mais quelle coordination également avec la justice et la police ? Et puis, même dès le départ, c'est-à-dire comment on recueille la parole. On sait qu'aujourd'hui, la présidente de l'association Face à l'inceste a dit que la formation des personnels de police et de gendarmerie
formés, qui doivent être formés, on n'est pas au bout. Et vous pensez qu'à cet égard, l'affaire Doutreau a fait beaucoup de mal à la confiance qu'on porte à la parole des enfants? Mais justement, on est dans un mouvement inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que... Ah oui, mais peut-être en réaction. On est dans un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a depuis quelques années des associations, d'ailleurs très souvent adossées aux associations féministes, parce que finalement, les violences faites aux enfants, ça relève aussi de violences patriarcales, c'est souvent des violences intrafamiliales. Eh bien, aujourd'hui, il y a nécessité de croire les enfants et d'être formés à les écouter. Par exemple, ne pas leur faire répéter telle ou telle chose, avoir des méthodologies pour qu'ils parlent. Et puis, c'est long. Donc, du coup, ça nécessite, encore une fois, des moyens, de la pédagogie et aider les services publics et les associations qui œuvrent pour cela. Alors, ce n'est pas la première fois que des drames comme ça arrivent, mais l'émotion dans le pays est absolument immense aujourd'hui. Parfois, la pression populaire a plus de poids. On l'a vu, on le voit là dans la rue. Vous parliez des 60 000 personnes qui ont... été manifestées, plus de poids que l'opposition politique. Est-ce que cette révolte populaire peut jouer pour que les choses bougent? Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, le pouvoir politique est quand même un peu coincé parfois et que l'opposition veut faire des avancées et que, dans le fond, c'est uniquement la pression populaire qui marche dans certains cas? Alors après, il faut savoir ce qu'on appelle pression populaire. J'entends ce que vous dites sur la réaction légitime égard à l'émotion, mais la pression populaire, c'est aussi le travail d'associations, de collectifs de la société civile organisée. Ça existe déjà. Donc ça existe déjà et c'est ce qui nourrit aussi le travail, vous dites, de l'opposition, mais pas seulement. En fait, il y a quand même un arc assez large de politiques aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. Mais moi, ce que j'aimerais dire à cet égard, c'est qu'il faut faire attention aussi à l'émotion. Parce que l'émotion, justement, tout à l'heure, vous parliez d'alourdissement des peines. C'est ce qu'a annoncé Monsieur Lecornu. Mais en fait, ça, ce sont des solutions d'immédiateté qui peuvent répondre à une certaine forme de colère. Mais ça n'est pas une solution durable. Dire action-réaction, et ce n'est pas toujours... Un soulèvement populaire qui amène à des changements de société, c'est dans le projet d'LFI, ça. C'est dans le projet d'LFI. Et cette expression populaire, aussi spontanée soit-elle, j'imagine que vous la respectez. Je la respecte profondément, mais je réagissais surtout à la relation entre cette réaction populaire et à la réaction gouvernementale. C'est là, à mon avis, qu'il faut être dans le sérieux. Et par ailleurs, des choses existent. Il y a eu un rapport commandé par la Civise en 2022 qui notait déjà des dysfonctionnements. Donc en fait, tout existe déjà et c'est malheureux qu'on doive arriver à ce genre de drame pour qu'il y ait une prise de conscience. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette émotion et cette colère, elle vient aussi du fait qu'un certain nombre de Français se disent que on a sous-estimé l'ampleur du phénomène et peut-être même qu'on n'a pas voulu lui donner l'importance qu'il avait véritablement? Bien écoutez, moi je ne peux que constater que, par exemple, les moyens nécessaires à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ne sont pas au niveau. Et c'est en large contraste avec la prise de conscience dans la société qu'il existe des formes de violences sexistes et sexuelles à l'égard des enfants, que les gens aujourd'hui comprennent. Il y a une acculturation de la population à ces sujets. Il y a 3 enfants par classe, je disais tout à l'heure, qui sont touchés. Je pense que les gens entendent, par exemple, qu'il y a 160 000 enfants victimes tous les ans. Et donc, cette médiatisation va aider. Oui. Mais la réalité, c'est que tout cela existait déjà, dans vos d'autres pays... Pardonnez-moi, mais dans vos propos, parce que vous faites exactement le constat que tout le monde fait, mais pour que les choses changent, qu'est-ce que LFI, par exemple, proposerait ? Par exemple, moi, je propose de s'inspirer de l'Espagne. L'Espagne, qu'il y a 20 ans, a fait une proposition politique de lutte vigoureuse contre les violences sexistes et sexuelles. Avec succès, d'ailleurs. Avec succès, avec un triplement des moyens financiers. 20 ans après, il y a un constat, c'est que les violences ont été divisées par 2. Oui, non, mais il y a l'Espagne, il y a également l'Islande qui met en place des maisons de l'enfance avec une prise en charge intégrée. Par exemple, du suivi, de détection des violences, de suivi. Nous, par exemple, on propose
propose une prise en charge gratuite dès la judiciarisation jusqu'aux soins pour les victimes. Et puis, évidemment, les 3 milliards contre les violences. Et enfin, des moyens pour la police judiciaire. On l'a vu que ce qui pêche, ce sont les moyens d'enquête. Ouais. Il y a des besoins aujourd'hui de s'adapter aux nécessités du temps. Est-ce que réserver certains métiers liés à la petite enfance aux femmes, ça serait saugrenu ? Je pense que ce serait ne pas faire confiance à la vérité humaniste que nous avons. Il faut bien constater que ce sont toujours quasiment, dans 99,9% des cas, des hommes qui sont à l'origine de la pédophilie. Et vous revenez sur la question du patriarcat, de la lutte contre... Oui, mais le patriarcat, pédocriminalité, là... Ah non, parce que... on va pas se lancer dans un débat philosophique ou sociologique, c'est quand même un débat important quand on sait que ce sont, vous l'avez dit vous-même, les hommes... je le dis, oui. Les hommes qui commettent les violences à l'égard des femmes et des enfants. Non, je parlais des enfants, là. Voilà, à l'égard des enfants. Mais la réalité, c'est que on ne sortira pas de là par la question de la séparation des genres. Juste pour terminer et clore ce chapitre tragique, Gérald Darmanin refuse de démissionner. Enfin, il a dit « je ne démissionnerai pas ». Est-ce que demander la démission d'un ministre, est-ce que ce n'est pas un réflexe un peu éculé ? Et puis d'un autre côté, est-ce qu'on peut demander une justice indépendante et à la fois de faire pression qu'un ministre fasse pression sur des juges sur lesquels il n'a aucun pouvoir? Justement, on ne nous demande pas qu'il y ait des pressions sur les juges. Au contraire, on considère... Non, mais en quoi il est responsable? On considère qu'il y a une responsabilité. Agir, En fait, un service public conséquent et de qualité, c'est le résultat à la fois de moyens dédiés pour cette politique publique et à la fois des objectifs qui sont des objectifs politiques. Donc les moyens, c'est des questions budgétaires, les objectifs, c'est des orientations politiques. Et il y a donc une responsabilité politique quand cela a défailli. Mais moi, je constate qu'il y a une tendance depuis plusieurs années à ne pas prendre ces responsabilités politiques. On l'avait vu lors de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse. Il y a une responsabilité, elle doit être prise dans la totalité. On va revenir au meeting de Jean-Luc Mélenchon dimanche à Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon a repris à son compte, à la surprise générale, serait peut-être beaucoup dire, mais enfin ça a provoqué un peu d'étonnement, cette formule qu'on entendait généralement dans les meetings du Rassemblement national, on est chez nous. Alors, la question qu'on se posait avec Roselyne, c'est on est chez nous. Qui est le on ? Le 11, c'est les gens qui étaient présents d'abord à ce grand meeting qui a rassemblé des milliers de personnes et c'était un grand succès. Oui. Mais ça s'appelle exactement le retournement du stigmate. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays à qui on dit en permanence, en tout cas à qui on fait comprendre en permanence qu'ils sont des éléments extérieurs à notre société. Eh bien, nous disons que nous sommes ici tous chez nous et nous combattons cette stigmatisation des personnes. Ça s'appelle le retournement du stigmate et c'est une manière de dire que finalement la France accueille d'égale manière ses enfants, son peuple et qu'on est effectivement chez nous. Parce que ça c'est quelque chose dont souffre beaucoup de... Vous prenez quand même les codes et les symboles du Rassemblement national. Alors on pourrait dire que LFI fait ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain de l'autre, mais quand même avec des idées que vous combattez. Mais moi, c'est pour ça que j'ai bien parlé de retournement de stigmate. C'est pas aller sur les terres de l'autre, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté par les forces d'extrême droite, évidemment notamment, de confisquer d'une certaine manière la citoyenneté et de confisquer le pays et de dénier à certains et le drapeau français qui était oui. assez largement diffusé au cours de ce meeting, ce qui est assez nouveau aussi. Je vous invite à revoir un certain nombre de meetings. C'est pas vraiment nouveau en réalité. Il y en avait sans doute plus que d'habitude. Peut-être, mais en fait, en réalité, je ne crois pas. De drapeaux. Je ne crois pas. Non, mais vous pourriez dire de la même manière pourquoi on laisserait le patriotisme au Rassemblement national. On est en train de dire, nous on dit on est chez nous. Donc on est chez nous, on est en France. Le drapeau de la France c'est bleu, blanc, rouge. Et nous le revendiquons, d'autant plus que c'est un héritage des combats et pour la République. Alors la nouvelle France, c'est un concept qui est omniprésent maintenant depuis quelque temps dans le discours de la France insoumise. Mais il y a 2 ans déjà, lors des élections législatives de 2024, Rima Hassan
avait exprimé un peu d'impatience par rapport à ce concept. Elle avait dit le temps du porte-parole est terminé. Et tout récemment, c'était en avril dernier, elle disait en substance que cette nouvelle France, issue de l'immigration, précisait-elle, doit être aux manettes. Et que pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est une aspiration que vous partagez. Vous dites aujourd'hui, LFI ne donne pas encore assez de place aux gens issus de l'immigration ? D'abord, je voudrais rappeler que ce qu'a dit Rima Hassan se déroulait dans un meeting de la gauche rassemblée. Oui. Et donc, c'était un message totalement assumé au sein de la gauche rassemblée, que Rima Hassan prend un élément de ce qui est pour nous la Nouvelle France. Et oui, nous assumons que la prise en charge de responsabilités, et pas seulement politique, en réalité, doit être partagée, parce que la France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'hier. Souvent, en fait, moi, ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que dans le regard, dans la tête de certains, en fait, ici, quand on est issu de l'immigration, on n'est pas d'ici. On est dans le temps où les personnes qui aujourd'hui subissent le racisme et des discriminations sont, pour leur écrasante majorité, nées en France. On n'est plus dans l'immigration des années 20 de travail et dans les années 70. On est aujourd'hui dans une France qui aspire à la fin de l'ensemble des discriminations. Et les discriminations touche évidemment l'accès à un certain nombre de responsabilités. Et donc, nous, on essaye, à notre niveau, notamment dans le cadre des élections, des différents scrutins qui sont derrière nous et devant nous, d'être en conformité avec ce que l'on dit. Et puis, la Nouvelle-France, c'est pas seulement l'immigration. La Nouvelle-France, on a commencé à en parler, d'ailleurs, au sujet du drame de Liana. C'est aussi toute cette société civile, tous ces gens qui, par exemple, disent que les enfants aujourd'hui ont une voix à faire entendre. Ce sont toutes les personnes LGBT qui étaient reléguées. Et voilà, donc en fait, on est dans une forme de cohérence à l'égard de notre projet politique. Mais est-ce que vous trouvez que Jean-Luc Mélenchon incarne cette nouvelle France ? Parce que c'est un mâle blanc, plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Je pense que ça n'aura échappé à personne, que c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Qui est passé par le mitterrandisme, par le socialisme, qui a été au PS. Donc voilà, est-ce que lui incarne à 74 ans, il incarne la nouvelle France ? En fait, il est à la tête d'un collectif et d'une équipe. En fait, moi, je veux pas jeter des fleurs à notre mouvement, mais j'ai quand même l'impression... Vous avez le droit. J'ai quand même l'impression que l'équipe... Faut pas vous gêner, si vous voulez. Allons-y. J'ai l'impression quand même que l'équipe autour de Jean-Luc Mélenchon incarne cette nouvelle France et qu'aujourd'hui, on a des personnalités politiques éminentes qui le poussent. C'est la question d'une équipe et c'est la question d'un futur gouvernement. Et c'est ça aussi qu'on veut incarner. On a cette figure tutélaire qui est Jean-Luc Mélenchon. Nous pensons que c'est le meilleur candidat, mais nous avons aussi une équipe à mettre en avant et qui, à mon sens, incarne cette nouvelle France avec des compétences, avec des expériences et avec des personnalités singulières. Et nous sommes sous la tutelle de l'horloge qui a dit son dernier mot. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Nadège Abo-Mangoli, merci d'être passé sur le plateau de France 24 et RFI. Merci Frédéric. Merci, bonne soirée, la semaine aussi prochaine. À Camille Néran, Flore Simon et Sacha Bamba d'avoir préparé cette émission et évidemment toute l'équipe technique. À très vite.